Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce mercredi 30 octobre. À la une de l'actualité aujourd'hui, le Liban plonge dans l'incertitude après la démission du Premier ministre Saad Hariri. Une annonce qui ne suffit pas à calmer la colère de la rue et qui agite le spectre des luttes communautaires. Le gouvernement syrien et l'opposition réunis à la table des négociations à Genève. Une première depuis le début du conflit qui déchire le pays depuis 8 ans, alors que les précédentes tentatives de l'ONU ont échoué jusqu'à présent. Au Royaume-Uni, Boris Johnson espère retrouver une majorité au Parlement après le feu vert des députés à l'organisation de législatives anticipées en décembre prochain. Une nouvelle tentative pour sortir de l'impasse du Brexit. Enfin, il y aura du rugby et à une poignée de jours de la finale de la Coupe du Monde entre les Springboks et le 15 de la Rose, l'équipe anglaise a écopé d'une sanction pour son comportement face aux All Blacks en demi-finale. S'agit-il d'une véritable démission ou au contraire d'un faux départ ? Le Liban est plongé dans l'incertitude au lendemain de l'annonce de Saad Hariri. Le Premier ministre a dit quitter ses fonctions, mais aucun prétendant à sa succession ne semble se profiler et rien n'apaise pour l'instant la colère de la rue. Johan Massar. Il aura fallu 13 jours aux manifestants libanais pour faire tomber leur gouvernement. Sur le terrain, la démission du Premier ministre Hariri s'est traduite par une nette détente, notamment avec les levées de barrages routiers permettant une reprise de l'activité après une longue période de paralysie. Malgré cela, une nouvelle ère d'incertitude politique s'ouvre dans le pays. Le président libanais doit désormais convoquer des consultations parlementaires pour désigner un nouveau Premier ministre. Or, le Parlement est dominé par les partis politiques que les manifestants tiennent pour responsables de tous les maux du Liban, et ce sont pourtant bien eux qui devront choisir le futur Premier ministre. Et rien n'empêche que Saad Hariri soit de nouveau nommé. Le manque de prétendants crédibles à son poste pourrait lui permettre de rester au pouvoir. Autrement, le président, le Hezbollah et leurs alliés, qui sont majoritaires au Parlement, choisiront un autre candidat, ce qui mécontentera les sunnites. Car le Premier ministre est toujours issu de cette communauté. Rien n'est encore gagné pour le peuple libanais. Il faudra attendre la composition du futur cabinet pour voir si ces revendications ont bel et bien été entendues. L'ONU espère ouvrir un nouveau chapitre pour tenter de trouver une issue politique au conflit syrien. Le régime de Damas a accepté de se retrouver à la table des négociations face à l'opposition à Genève. Dans les prochains jours, l'objectif sera de parvenir à un consensus pour réviser la Constitution, alors que les précédentes médiations ont échoué jusqu'à présent. Une réunion qualifiée de lueur d'espoir pour le peuple syrien par l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen. Ce mercredi à Genève, il inaugure la première réunion du comité constitutionnel composé de 150 représentants du gouvernement syrien, de l'opposition et de la société civile. Geir Pedersen espère que cette rencontre pourra ouvrir la voie à un règlement politique du conflit qui a déjà fait plus de 370 000 morts. Pour la première fois en 8 ans de guerre, le gouvernement syrien et l'opposition ont accepté de s'asseoir à une même table pour discuter de la Constitution. Certains analystes estiment toutefois que le régime de Damas est en position de force et qu'il ne semble pas prêt à faire des concessions. Le président syrien Bachar el-Assad a accepté de participer à ce nouveau round de discussion sous la pression de son allié russe. Les précédentes sessions de négociations organisées par l'ONU à Genève n'ont produit aucun résultat. Boris Johnson va-t-il réussir son pari ? Le Premier ministre britannique a obtenu le feu vert des députés pour organiser de nouvelles élections législatives prévues en décembre. Mais si les conservateurs sont donnés favoris des sondages pour l'instant, rien n'est gagné pour le locataire du 10 Downing Street. Les précisions de Marc Bouchage. Au lendemain de l'approbation de législatives anticipées prévues le 12 décembre prochain au Royaume-Uni, conservateurs et travaillistes se sont livrés à des passes d'armes mercredi au Parlement. Le Premier ministre a défendu son programme face aux attaques de l'opposition. Le chef des travaillistes, Jeremy Corbyn, a notamment accusé Boris Johnson de vouloir détricoter le système de santé publique au profit du secteur privé.
Les gens ont la chance de pouvoir voter pour un véritable changement après des années de coupes budgétaires, des conservateurs et des libéraux et de privatisation et de mesures fiscales pour les plus riches. Malgré ces démentis, le service public de santé est à la merci des entreprises américaines dans l'accord commercial proposé par Trump. Au cours de cette séance, Boris Johnson a appelé les Britanniques à voter pour son parti, la seule façon, selon lui, de réaliser un grand Brexit. Nous allons conclure un accord fantastique qui permettra à ce pays de sortir de l'Union européenne. Un accord qu'il a tenté de bloquer et que nous allons conclure. C'est l'avenir de notre pays. Dériver et tergiverser avec le Parti travailliste ou faire avancer la Grande-Bretagne vers un avenir meilleur avec les conservateurs. C'est le choix qui s'offre à notre pays. Une victoire des conservateurs en décembre permettrait à Boris Johnson d'avoir les mains libres pour faire adopter son accord de divorce avec l'Union européenne. En cas de victoire de l'opposition, le Parti travailliste souhaite pour sa part obtenir un nouvel accord avec Bruxelles et le soumettre à référendum. Son rejet reviendrait à annuler le divorce. En France, Emmanuel Macron joue la carte de l'unité républicaine au lendemain de l'adoption de l'interdiction de signes religieux lors des sorties scolaires par le Sénat. Le chef de l'État a réaffirmé le principe de laïcité comme gage du vivre ensemble. Sandrine Delorme. Le chef de l'État français a fini par s'exprimer sur la laïcité. Et il a fait d'une pierre trois coups en choisissant l'inauguration du Centre européen du judaïsme à Paris pour envoyer un message d'unité républicaine aux Français et à ses élus. Au lendemain de l'attaque de la mosquée de Bayonne, moins d'un mois après celle de la préfecture de police de Paris, alors que les débats autour du port du voile font rage, Emmanuel Macron a été clair. La laïcité, enfin, est un principe de fraternité qui doit vivre en chaque Français comme une boussole dans son rapport aux autres citoyens, quelque chose qui a trait, au fond, à une forme de civilité française. Et je tenais très simplement à le rappeler en ce moment de la vie de la nation, où cette valeur d'union et de cohésion est parfois dévoyée, instrumentalisée, par ceux qui, voulant semer la haine et la division, s'en servent pour mener le combat contre telle ou telle religion. C'était un moment clé pour le président qui s'est ainsi adressé aussi bien aux juifs, aux catholiques qu'aux musulmans français et aux élus. Alors que dans le même temps, mardi soir, au bout de 5 heures de débat, le Sénat a adopté une proposition du groupe de droite LR pour interdire le port de signes religieux aux parents accompagnant les sorties scolaires. Le texte de loi adopté par le Sénat a toutefois peu de chances d'être voté par l'Assemblée nationale, dominée par la majorité présidentielle, même si cette dernière est apparue divisée ces dernières semaines. Pour éviter les amalgames destructeurs entre radicalisation, communautarisme, immigration et laïcité, il était donc grand temps que le chef de l'État français s'exprime. C'est une alliance qui pourrait donner naissance au 4e constructeur mondial dans le secteur automobile. Après son union ratée avec Renault, Fiat Chrysler envisage désormais une fusion avec PSA. Les discussions se poursuivent et ce rapprochement offrirait à la nouvelle entité une position renforcée en Europe. C'est un mariage à 50 milliards de dollars. Le constructeur français automobile PSA pourrait fusionner avec le groupe italo-américain Fiat Chrysler Automobile. Les deux entreprises ont confirmé ce mercredi être en négociation pour donner naissance à ce qui pourrait devenir le numéro 4 mondial du secteur. Il se classerait ainsi juste derrière Volkswagen, Toyota et Renault-Nissan. Avec 3,9 millions de véhicules vendus l'an passé et 74 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Peugeot Citroën fait figure de poids-mouche comparé à Fiat Chrysler et ses 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un mariage de raison qui lui garantirait un meilleur accès au marché américain. Cette stratégie est la combinaison de différentes ressources. Ils sont en concurrence sur de nombreux marchés, de sorte qu'il y aurait évidemment un avantage. Par ailleurs, l'industrie automobile est en pleine mutation, comme avec l'électrification qui consomme beaucoup d'efforts de développement. Les analystes estiment que d'ici 2023, les effets de synergie s'élèveront à 7 milliards d'euros, donc ce projet est logique. Côté Fiat Chrysler, ce rapprochement lui permettrait de consolider ses positions en Europe, le groupe souffrant de ne pas y avoir suffisamment renouvelé sa gamme. Force ouvrière, syndicat majoritaire chez PSA, a dit voir en cette alliance de nombreux avantages, mais le syndicat reste tout de même méfiant. Il y a quelques mois, un projet similaire de fusion entre Fiat Chrysler et un autre constructeur français, Renault, avait échoué.
On jette maintenant un coup d'œil à l'actualité qui a retenu l'attention de nos voisins européens et on commence avec le bureau espagnol d'Euronews. Aux États-Unis, selon les derniers chiffres officiels, 41,5 millions de personnes parlent espagnol chez eux. Depuis 2010, les États-Unis comptent 4,5 millions de locuteurs espagnols de plus, ce qui en fait la langue non anglophone la plus parlée sur le territoire américain, suivie du chinois. Au total, ce sont 67,3 millions de résidents américains qui parlent une langue autre que l'anglais à la maison, soit plus que la population française. Que hablan la lengua de Cervantes ha aumentado en 4,5 millones. Chatten, daddeln, streamen. Smartphone und Tablet gehören für viele Kinder zum Alltag dazu. Du côté de la rédaction allemande, une nouvelle mise en garde contre les méfaits des écrans pour les plus jeunes. D'après une enquête de l'association numérique Bitkom, les utilisateurs de téléphones portables et de tablettes sont de plus en plus jeunes. En Allemagne, chez les 6-7 ans, plus d'un enfant sur deux serait déjà exposé aux écrans, contre un enfant sur 5 il y a tout juste 5 ans. Dès 10 ans, la plupart d'entre eux possèdent leur propre téléphone portable avec accès à Internet. Une tendance préoccupante selon l'association professionnelle des pédiatres allemands qui ne recommande pas ce type d'appareil avant l'âge de 11 ans et préconise une limitation du temps d'utilisation. Ihren Nachwuchs nicht einfach vor den Geräten zu parken. Sonst droht eine permanente Reizüberflutung, die sich auch auf die schulischen Leistungen auswirken kann. Es gibt viele Arten, Berlin, die ehemals geteilte Stadt zu erkunden. Toujours en Allemagne, c'est une balade qui offre un autre regard sur Berlin, une balade à vélo sur les sentiers de la RDA. À l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur, la photographe Andrea Künzle a accompagné des élèves pour leur permettre de se rendre sur ces traces et de mieux comprendre le quotidien des habitants à l'époque de cette division. Am Ende bleibt doch noch etwas hängen. Enfin, un mot de sport avant de refermer ce journal. Et à 4 jours de la finale de la Coupe du Monde de rugby, les Springboks et le 15 de la Rose se préparent à l'affrontement. L'équipe anglaise s'est vue infliger une sanction en marge de sa demi-finale face aux All Blacks. Le 15 d'Angleterre a écopé d'une amende de 2 300 € suite à la demi-finale face aux Néo-Zélandais. En début de rencontre, au moment du haka, les joueurs britanniques s'étaient avancés vers le milieu du terrain. Certains avaient passé la ligne médiane, ce qui est formellement interdit par le règlement de la Fédération internationale. À quelques jours de la finale à Yokohama, l'incident ne semble en tout cas pas être venu dissiper la préparation des Anglais. Ils sont donnés favoris du match face aux Springboks suite à une performance impressionnante réalisée en demi-finale. Pas d'inquiétude pour autant côté sud-africain. On les a joués 4 fois durant les 18 derniers mois. Il y a 2 partout. Ils ont gagné les 2 derniers et nous les 2 précédents. Je pense que ça va être très serré. Face aux Gallois en demi-finale, les Springboks ont livré une prestation empruntée, remportant le match 19-16. Reste qu'il s'agit d'une équipe d'expérience qui a déjà remporté 2 fois la Coupe du Monde. En cas de victoire, elle égalerait le record détenu par les All Blacks. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne et sur notre site. Excellente soirée à tous.